Mesdames et Messieurs, merci de votre accueil. Avant de commencer mon propos, je veux tout de suite corriger une injustice grave. Sans Denis Papin, il n'y aurait pas eu de James Watt, et donc pas de machine à vapeur. C'est d'ailleurs sans doute une histoire tristement française d'un inventeur qui n'a pas trouvé de capitaliste pour transformer cette invention en une véritable industrie. En tout cas, c'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi de m'exprimer devant ce forum des 100, et en particulier sur le thème que vous avez choisi, un monde de nouvelles frontières. C'est à la fois un thème optimiste, et les interventions que j'ai entendues ce matin sont optimistes, parce que c'est un thème qui nous invite à pousser les barrières de la paix et de l'innovation, mais en même temps, c'est un thème qui est révélateur du monde chaotique qui est en train de se segmenter et de se barricader. On a cru avec la fin de la guerre froide que nous allions avoir l'émergence d'un système international plus pacifique, plus ouvert. Certains ont même évoqué, vous vous en souvenez, la fin de l'histoire, comme si la mondialisation allait tout niveler. Mais il n'y a jamais de fin. Et en réalité, c'est toujours une autre histoire qui commence, c'est une autre histoire qui est en train de se jouer pour la France comme pour l'Europe. L'Asie devient l'épicentre du monde économique. L'ancienne domination occidentale est chaque jour un peu plus bousculée, disputée par des milliards d'habitants qui se réveillent chaque matin en se disant que le progrès est possible. Quand, au fond, dans nos vieilles sociétés, le progrès de plus en plus nous inquiète et nous fait peur. De l'autre côté de la Méditerranée, des millions de déshérités sont prêts à tout pour tenter de rejoindre nos côtes. Et puis nous voilà menacés par une nouvelle éruption totalitaire qui se pare des couleurs du drapeau noir de l'islam. Après le fascisme, après le communisme, c'est une nouvelle guerre idéologique qui vient défier notre force de caractère. Face à ces totalitaires qui ne doutent de rien, je crois qu'il n'y a qu'une seule réponse possible, c'est d'être sûr de ce que nous sommes. Pour ce qui me concerne, je suis fier d'être français, je me sens européen et j'aime bien être en Suisse. Dans un monde de 7 milliards d'habitants aujourd'hui, de 9 milliards dans un avenir très proche, on a au fond un choix, ou bien on se bat tout seul et on retourne à l'état de tribu qui était le nôtre il y a quelques siècles, ou alors on se bat ensemble avec les 550 millions d'Européens qui forment d'ailleurs, quand ils sont ensemble, la première puissance économique mondiale. Donc, sauf à vouloir nous saborder, je crois que l'intérêt national, en tout cas l'intérêt national de la France, commande d'être européen, mais pas à n'importe quelle condition et pas par défaut. Ce que nous devons défendre, ce n'est pas l'administration européenne. Ce n'est pas seulement une monnaie. Ce que nous devons défendre, d'abord et avant tout, c'est la civilisation européenne. Parce qu'il y a une civilisation européenne et qui est différente des autres civilisations qui nous entourent dans le monde. C'est la philosophie antique, c'est l'esprit des cathédrales, c'est l'état de droit, c'est la solidarité, c'est le goût des arts et de la science, c'est la liberté de parler, c'est la liberté de penser, c'est la liberté de voter. C'est tout ça qui forge l'âme européenne. L'université de Lausanne, créée, si je ne m'abuse, en 1537, a été l'un des foyers intellectuels de cet esprit des Lumières qui, d'université en salon et de salon en académie savante, a irrigué notre continent. Et donc la question qui est posée, que je veux poser devant vous ce soir et à laquelle je veux répondre, c'est la suivante. Est-ce que l'âme de l'Europe va résister au XXIe siècle? Et pour répondre à cette question, il faut sortir de la langue de bois. Et il ne faut pas simplement se contenter, comme un très grand nombre de responsables politiques, comme disait le général de Gaulle, sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « Vive l'Europe !» pour qu'elle vive vraiment. La vérité, c'est que l'Europe est devenue un vieux corps malade. La vérité, c'est qu'elle fonctionne comme une bureaucratie, avec des peuples qui n'y croient plus et avec des responsables politiques qui agissent au coup par coup, sans stratégie et sans vision. Face au flux des réfugiés, pour prendre cet exemple,
chaque État agit en ordre dispersé. Contre le terrorisme et l'État islamique, seuls la France et le Royaume-Uni sont véritablement en action. Dans quelques semaines, le Royaume-Uni va peut-être divorcer de l'Europe et on est là à se demander encore quelles seront les conséquences de ce choc. On n'est pas en train d'essayer d'éviter ce choc ou de répondre aux questions qui sont posées, mais simplement d'analyser les conséquences. Le choc, pour moi, il sera d'abord économique, avec le retrait d'une des principales puissances économiques du continent européen. Le choc, il sera ensuite stratégique, avec l'un des rares États qui, avec la France, prend ses responsabilités en matière de défense et de sécurité. Le choc, il sera politique, parce que la vague de l'euroscepticisme va s'amplifier. Le délitement du rêve européen, ce rêve qui est né sur les ruines de la guerre, ce délitement, il est à l'œuvre et à aucun moment je ne vois de responsables européens se lever pour enrayer cette machine infernale. Et pourtant, il devrait se lever, et il devrait se lever pour tout repenser. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il y a un problème de leadership. Si le système court tout seul, sans projet et sans but, c'est parce qu'il n'est plus dirigé. Le tandem franco-allemand, qui était traditionnellement le moteur de l'Union, est totalement déséquilibré. La situation économique de l'Allemagne est bonne, celle de la France est médiocre, du coup, le tandem ne marche plus. Et donc, c'est la raison pour laquelle la France doit être radicalement modernisée et réformée, si en tout cas on veut qu'elle joue pleinement son rôle en Europe, et c'est le projet que je défends. Ensuite, il y a un problème de priorité. Il faut reconstruire le projet européen autour de questions simples. Pourquoi a-t-on besoin de l'Europe? À quoi doit-elle servir? Et une fois qu'on a répondu à ces questions, on répond à l'autre question, à quoi l'Europe ne doit pas servir et de quoi elle ne doit pas se mêler. Pour moi, il faut que l'Europe retrouve un objectif stratégique autour de quelques priorités sur lesquelles il est facile de démontrer que seule l'Union de l'Europe peut permettre de les atteindre. C'est quoi ces priorités pour moi? C'est d'abord la croissance européenne et la défense des intérêts économiques de l'Europe dans le monde. Il faut commencer par faire de la zone euro un espace efficace, cohérent, c'est-à-dire avec un directoire politique, avec une politique économique et financière, avec des parlementaires nationaux pour encadrer démocratiquement cette zone monétaire. Les principales nations de la zone euro, ce que j'appelle son noyau dur, devraient se fixer des objectifs d'harmonisation économique et d'harmonisation budgétaire, parce que chacun sait qu'il ne peut pas y avoir durablement une monnaie solide, pérenne, sur des espaces qui comprennent autant de disparités. Il faut donc un calendrier précis pour que, d'ici une dizaine d'années, nos fiscalités sur les entreprises soient comparables, que nos prélèvements obligatoires soient à peu près équivalents, que le niveau de nos droits sociaux aussi transversal et aussi équitable que possible, sans parler évidemment des déficits et de la dette qui doivent, chez chacun d'entre nous, et en France au premier rang des chacun d'entre nous, être sérieusement tenus. Ensuite, le droit de la concurrence au sein de l'Union européenne ne doit plus sacrifier toute possibilité de choisir des projets, de créer des géants industriels ou des géants de services. Autrement dit, il doit y avoir un droit de la concurrence, mais ce droit de la concurrence doit être en dialogue permanent avec des responsables politiques qui ont des stratégies. Et je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos. L'Europe a acquis une grande indépendance en matière d'accès à l'espace. Elle est même quasiment leader aujourd'hui dans le monde dans le domaine de l'accès à l'espace. Ça s'est fait dans une compétition très rude avec nos amis américains. C'est un enjeu considérable pour l'avenir, puisque tout ce qu'on a vu tout à l'heure montre que le digital, le numérique va envahir encore un peu plus nos vies, et donc on aura encore plus besoin d'avoir des satellites pour assurer le fonctionnement de tous ces systèmes d'information. Donc il faut garder notre avance en matière d'accès à l'espace. Nous avons décidé, les Européens, de fusionner Ariane Espace et Airbus pour créer un Airbus de l'espace. Qu'est-ce que fait la Commission européenne? Elle déclenche une enquête sur la concurrence pour voir si cette fusion ne va pas léser les intérêts de je ne sais quelle entreprise européenne, au lieu de se poser la question de savoir si la survie
d'une industrie européenne de l'espace ne passe pas justement par ce regroupement. Il faut donc dire stop à la naïveté et à une certaine forme de soumission des Européens. Le général de Gaulle avait dit qu'il y avait un privilège exorbitant du dollar. S'il était encore là aujourd'hui, il se rendrait compte que ce privilège est devenu plus exorbitant qu'il n'était à l'époque où il s'exprimait, puisque désormais nos amis américains se servent du dollar pour appliquer leur législation intérieure aux entreprises européennes dans des conditions qui sont, sur le plan du droit et sur le plan de la morale internationale, parfaitement inacceptables. Et donc la seule façon de résister à cette emprise, c'est, puisqu'on n'est pas dans une confrontation militaire avec les États-Unis, qui sont nos alliés, c'est d'avoir une monnaie qui assure à terme notre souveraineté et notre indépendance. C'est la raison pour laquelle je défends l'idée que l'euro doit devenir une monnaie de réserve et de règlement pour que les entreprises européennes puissent l'utiliser à leur guise dans les échanges internationaux. Je sais que c'est un objectif de long terme qui passe par l'harmonisation fiscale que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est pour moi la seule façon de combattre cette tentation de plus en plus envahissante de nos voisins américains de contrôler l'industrie européenne et d'appliquer leur politique étrangère à travers le contrôle des échanges internationaux. Et si vous n'êtes pas totalement convaincu par cette argumentation, je voudrais vous en donner une autre. La Chine est en train, même si c'est difficile et chaotique, de construire une monnaie puissante qu'elle veut rendre convertible, et le jour où elle aura rendu sa monnaie convertible, les entreprises suisses, les entreprises européennes devront commercer, quand elles voudront commercer avec la Chine, dans la monnaie chinoise. Et nous, Européens, qui avons fait l'euro, il se trouve que je n'étais pas tellement pour à l'époque, on aura notre euro avec beaucoup d'inconvénients et pas les avantages que devrait nous donner cette monnaie. Pas de naïveté non plus dans les négociations concernant le traité de commerce transatlantique. L'Amérique est un partenaire économique majeur de l'Union européenne et réciproquement, mais pour sceller un tel traité, il faut de la confiance. Et donc la question, je la ramène à ces incursions permanentes de la justice américaine dans nos affaires. Est-ce qu'on peut contracter de bonne foi un traité de libre-échange avec un pays qui, par ailleurs, inflige des amendes de 9 milliards de dollars à une banque française pour avoir fait du commerce avec des pays pour lesquels l'Union européenne n'a jamais interdit qu'on fasse du commerce. Et donc, au nom des meilleurs sentiments, la machine gouvernementale américaine s'est organisée pour mettre en place un véritable rouleau compresseur normatif à base de lois, de normes, de décisions de justice qui visent à imposer la loi américaine. Ce n'est pas acceptable et c'est la raison pour laquelle je dis qu'on ne doit pas continuer à négocier cet accord tant que les États-Unis n'ont pas accepté de mettre sur la table cette question de l'intrusion des lois américaines dans le fonctionnement de l'économie européenne. La deuxième priorité pour l'Europe, et je vous rassure, il n'y en a que 4, c'est la protection des frontières. On voit que les conflits ont jeté sur les routes de l'exil des millions de réfugiés, et ça ne va pas s'arrêter parce que la montée de ce totalitarisme que j'évoquais tout à l'heure, c'est un phénomène durable. Certains réclament légitimement l'asile, et c'est notre devoir de leur tendre la main, mais beaucoup plus nombreux que ceux qui demandent l'asile, pour des raisons liées à la politique, sont des migrants économiques que nous n'avons pas les moyens d'accueillir. La plus grande catastrophe humanitaire de l'après-guerre a fait sauter toutes nos barrières, mais au-delà de cet événement brutal, la vérité, c'est que l'Europe n'a aucune politique d'immigration commune digne de ce nom. On a créé, en 1985, un espace de libre circulation. Cet espace a été un progrès, mais il avait ses exigences qui n'ont pas été respectées. De même que l'euro n'a guère de sens sans une harmonisation fiscale, budgétaire et économique, Schengen n'a pas de sens sans un contrôle rigoureux de toutes ses frontières extérieures et un partage des fichiers informatiques. On est évidemment loin du compte, et pas seulement à cause de la Grèce et de l'Italie. Et cette défaillance ne concerne pas seulement l'immigration, elle concerne aussi la sécurité, comme l'ont montré les allers-retours en Syrie effectués par des djihadistes dont beaucoup étaient des ressortissants européens. On a donc besoin d'un nouveau Schengen, avec un vrai corps de gardes-frontières, c'est-à-dire qu'on a besoin de frontières européennes, avec des barrières, avec des gardes-barrières, avec des gardes-côtes, pour venir en aide aux pays dont les frontières maritimes sont prises d'assaut.
mais aussi avec un recours systématique aux moyens modernes de contrôle, c'est-à-dire aux moyens informatiques et biométriques, et avec une coopération sans faille entre les services de sécurité. L'Europe doit mieux se protéger et elle doit mieux protéger ses ressortissants. L'Europe, ce n'est pas seulement l'Europe des marchands, des touristes, de la monnaie unique. L'Europe, au fond, elle est elle-même menacée de disparition si elle n'est pas capable d'assurer la sécurité sur son propre territoire. La sécurité sur son territoire, ça veut dire maîtriser l'immigration, ça veut dire assurer le contrôle des frontières, ça veut dire aussi des frontières défendues, mais une capacité de faire fonctionner un système de sécurité européen. Depuis la fin de la guerre froide, l'Europe n'a pas pris son destin en main en matière de sécurité. L'Europe n'a rien fait pour cela. Pire que cela, avec la crise ukrainienne, je considère qu'elle s'est inutilement brouillée avec la Russie, alors même que, par ailleurs, nous faisons front ensemble face à l'État islamique et face à la montée de ce totalitarisme que j'évoquais tout à l'heure. Pour quels résultats? Parce qu'après tout, c'est la question qui doit être posée. Si la diplomatie, la politique étrangère européenne a eu des résultats sur l'attitude de la Russie, je pourrais faire amende honorable, mais le résultat est exactement le contraire de celui que nous attendions. Le résultat, c'est le durcissement du régime russe et une crise agricole européenne dont on aurait pu se passer. La coopération entre l'Europe et la Russie, c'est une clé de la paix et de la prospérité de notre continent, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les dirigeants russes ou leur régime, c'est une constante de l'histoire et de la géographie. Eh bien, sur cette question de la défense, on ne peut pas continuer de s'en remettre aux seuls États-Unis pour assurer la sécurité du continent européen, en particulier parce que cette politique-là ne fonctionne pas par rapport aux nouvelles menaces qui pèsent sur nous. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite que l'ensemble des pays européens, et l'Allemagne au premier rang bien entendu, prennent pleinement ses responsabilités à nos côtés pour assurer la sécurité du continent européen. Je demande qu'un fonds européen permanent permette de financer les opérations extérieures qui sont conduites par les États européens au service de la sécurité européenne. La troisième priorité, c'est de faire de l'Europe le centre mondial de l'innovation, de la recherche et de la connaissance. On a des atouts culturels et scientifiques considérables qui ont été illustrés de manière brillante il y a quelques instants. J'ai le souvenir d'avoir été il y a longtemps ministre de la Recherche et d'avoir beaucoup travaillé à renforcer les relations entre la France et la Suisse dans ce domaine. Aujourd'hui, face aux géants américains, chinois et indiens de la communication, on a besoin de travailler ensemble, on a besoin de reparler des règles de propriété intellectuelle numérique, on a besoin d'assumer notre exception culturelle. Il ne suffit plus de dire qu'on a Airbus ou Eureka, il faut aussi construire les futurs Airbus de l'audiovisuel, du numérique, des nouvelles technologies. On doit avoir des projets industriels communs, des projets scientifiques qui permettent de créer des pôles à vocation mondiale, dans le domaine de la recherche médicale, dans le domaine des transports du futur, où on a des compétences immenses. Et il faut donc que l'Europe, plutôt que de se préoccuper de mettre des normes dans tous les domaines de la vie quotidienne des Européens, essaye de bâtir ces projets et d'apporter à nos chercheurs, à ceux qui innovent, les moyens de leur travail. Enfin, quatrième et dernière priorité, elle est pour moi aussi absolument vitale, c'est l'énergie. Je pense que l'Europe est en train de se préparer de très mauvaises années en matière énergétique. Pourquoi? Parce que nous avons une politique énergétique brouillonne, parce que chaque pays poursuit ses propres objectifs sans aucune coordination, et le risque, à mon sens très proche, c'est d'avoir des coûts d'énergie en Europe très élevés qui vont peser très lourdement sur la compétitivité du continent européen, au regard de ce que connaissent nos amis américains et évidemment des autres régions du monde. Donc on a besoin d'une politique européenne coordonnée en matière d'énergie, on a besoin d'un mix énergétique intelligent qui fasse suffisamment appel aux énergies renouvelables, mais qui tienne compte de la capacité de l'économie européenne à absorber des coûts supplémentaires, et c'est évidemment un travail qui doit être conduit ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques convictions que je voulais partager avec vous sur le futur de cette Union européenne. Je voudrais simplement conclure en disant que l'Europe, pour moi, c'est notre avenir.
mais qu'aujourd'hui, l'avenir de l'Europe, il est simplement entre nos mains. Merci François Fillon. Je vous invite peut-être à rester ici le temps de répondre à une question d'Alain Janet, qui nous rejoint sur scène. Monsieur Fillon, vous avez parlé de l'importance du couple franco-allemand. Si vous étiez élu, quelle pourrait être votre relation avec Madame Merkel? Une question personnelle à portée géostratégique. Il se trouve que pendant 5 ans, j'ai eu d'excellentes relations avec Madame Merkel, qui est une femme remarquable, qui a beaucoup d'autorité, qui est intelligente, qui a le sens de l'intérêt de son pays. Mais j'ai aussi pu constater, en la fréquentant dans ces conditions, quelles étaient les limites de son action. Et les limites de son action, elles sont au fond liées pour l'essentiel à l'histoire de l'Allemagne. En raison de son histoire, l'Allemagne ne souhaite pas apparaître comme le pays qui conduit l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le conduit pas, ça veut dire qu'elle ne souhaite pas apparaître comme le pays qui conduit l'Europe. Ensuite, l'Allemagne a un système politique qui m'arrive parfois d'envier parce que c'est un système qui génère des compromis, qui génère des consensus par rapport aux affrontements stériles qui caractérisent souvent la vie politique française. Mais en même temps, ce système de consensus, ce système de coalition n'est pas très favorable à des initiatives qui renversent la table. C'est-à-dire quand il faut vraiment changer les choses, par exemple s'agissant de l'Europe, c'est compliqué de mettre d'accord l'ensemble des forces politiques allemandes. En plus, je pense que Mme Merkel a psychologiquement une caractéristique, une attitude qui la conduit jamais à renverser la table. Voilà. Elle est d'une extrême prudence et le couple Sarkozy-Merkel était de ce point de vue tout à fait exceptionnel parce qu'il y en avait un qui secouait les murs sans arrêt et il y avait Mme Merkel qui calmait le jeu en expliquant qu'elle allait réfléchir et en général ça finissait par un compromis assez satisfaisant. Voilà, donc moi ce que je voudrais faire c'est d'abord lancer de manière immédiate un programme de redressement économique et social de mon pays, parce que je pense que la France n'est pas en mesure de discuter d'égal à l'égal avec l'Allemagne tant qu'elle reste à la traîne des grandes puissances européennes en matière de performance économique. Et puis ensuite, il s'agit de proposer à Mme Merkel ou à n'importe quel dirigeant allemand, ce que je fais d'ailleurs assez régulièrement, parce que je vais voir les dirigeants allemands pour leur proposer les solutions que je viens d'évoquer devant vous, pour regarder comment on rentre dans la construction d'un nouveau projet européen. Merci François Fillon. Je suis désolé, je suis obligé de décourter un peu la séance de questions. On est pris par le temps. C'était un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir été parmi nous. On peut vous applaudir. On ne sait jamais ce qui va se passer l'année prochaine, donc je fais un petit selfie. Voilà, ça c'est fait. Je vous laisse rejoindre votre place. Merci Monsieur le Premier ministre. Puis c'est comme ça qu'on dit, encore, pour une année.